Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Alors, c'est le second d'une courte série que je voulais faire et qui aura peut-être son troisième volet en début d'année. Le premier volet a été l'entretien que m'a accordé Florian Philippot il y a quelques jours. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan, qui va en fait, je ne dirais pas plancher, mais enfin répondre un peu, et à vrai dire carrément même, aux mêmes questions, puisque l'objet de cette série est d'essayer de faire le point sur les divergences, sur les convergences entre vous, qui êtes quand même les représentants centraux, je dirais, du courant souverainiste, du courant patriote, du courant gaulliste aussi, sur les questions de politique étrangère et la manière dont ces questions-là informent en fait la politique intérieure et le sort de la France finalement. Voilà, c'est-à-dire, d'ailleurs ce sera ma première question, mais bon, alors on ne vous présente plus, hein, donc je ne vais pas faire un grand CV exhaustif. Vous avez fondé Debout la France en 2008. Vous avez été longtemps député entre 97 et 24. Mmh. Vous avez été 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes maire d'Hyères. J'ai été maire d'Hyères, je suis conseiller municipal. Vous êtes, pardon, voilà. On peut dire que vous avez eu un parcours politique à droite, mais très ouvert, je dirais. Je suis un peu revenue en arrière moi-même pour vous recevoir, donc du RPR, mais aussi proche à un moment donné des positions de Philippe Séguin, de Charles Pasqua, mais aussi toujours dans la veine souverainiste forte de Jean-Pierre Chevènement, qui n'était pas franchement à droite non plus. Mais voilà, donc on peut dire que vous avez une vision assez large et assez cohérente en fait, par rapport à ce qu'est le souverainisme dans l'échiquier politique français, qui n'est pas seulement à droite non plus. Voilà, loin de là. Bon. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ben d'abord, voilà. Bonjour et merci de votre invitation, Caroline. Mais ça me fait grand plaisir, grand plaisir. Donc, voilà, pour un homme politique qui, comme vous, a des aspirations globales, la politique étrangère, à mon avis, n'est quand même pas quelque chose d'accessoire, ni de, voyez, c'est pas à côté du reste. Et en fait, c'est le sens de ma première question, c'est dans une politique d'État complète, où se situe pour vous la politique étrangère? Est-ce qu'elle est d'un pays comme la France, comme le nôtre? Est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce qu'elle est donc à côté? Est-ce qu'elle est en dessous? Est-ce qu'elle est accessoire? Est-ce qu'elle a un impact sur ce qui se passe à l'intérieur, sur la manière, bien sûr, dont nous voient les autres, mais aussi sur ce que ça nous donne comme possibilité, selon la manière dont on la définit? Je pense même à des questions assez basiques comme capacité d'emprunter, capacité d'exister, capacité de survivre, même dans le cadre de notre pays. Voilà, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, puis après on rentrera plus avant sur un certain nombre de sujets, dans un certain nombre de sujets. Pour moi, c'est évident. Politique intérieure et politique extérieure ou étrangère forment un tout, cohérent. Et c'est parce que la France n'est plus libre, indépendante, qu'elle n'a plus de voix dans le monde. Les deux sont liés. Et on a assisté depuis 30 ans, je suis en train de finir mon livre qui va sortir au mois d'avril, et j'ai repris en fait toute ma vie politique. Et ce qui est terrible, c'est que je me suis battu contre cette déchéance à la fois intérieure et extérieure. Et si vous reprenez toutes les périodes historiques d'abandon de la France, les féodalités intérieures se sont alliées aux puissances extérieures pour miner l'État et la France, et piller la France. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans cette situation. Il y a une convergence d'intérêts entre puissances extérieures qui colonisent la France et lobby intérieur qui la pille, et les deux font alliance contre l'État qui est censé protéger les Français. Donc, nous sommes exactement dans ce cas de figure. Voilà pourquoi c'est un tout. Il n'y a pas de politique étrangère réelle
sans une puissance française qui dépend de nos forces intérieures, mais la politique étrangère nourrit aussi la puissance française. Ouais. Donc c'est l'œuf et la poule. Entre l'œuf et la poule, vous me demandez qu'est-ce qui est le plus important. À l'origine de la poule, il y a l'œuf, et puis l'œuf est la conséquence de la poule. Voilà. Donc pour moi, au cœur de tout ça, qui est l'élément de reconstruction possible, c'est le rétablissement de la souveraineté populaire. La souveraineté, il y a deux faces, il y a la démocratie et l'indépendance. Voilà. Ou alors l'indépendance, il y a les deux faces, la souveraineté intérieure, la démocratie, enfin bon, tout est lié. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail, mais qui est très simple en fait, qui est du bon sens absolu. C'est de redevenir un pays libre. Voilà. Et un pays libre en s'appuyant sur les Français et surtout en leur faisant comprendre, et c'est là la difficulté, que l'indépendance nationale n'est pas, est la seule voie de la réussite. Voilà. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'être libre, c'est impossible, alors qu'être libre, c'est la condition de leur survie, comme individus vivant correctement. C'est ça la difficulté. La difficulté aujourd'hui pour nous, c'est pas d'avoir l'esprit clair. Moi, c'est peut-être prétentieux, mais je crois l'avoir. Et je ne suis pas le seul. La difficulté, c'est comment convaincre un peuple qui a été endormi par 30 ans de mensonges en leur faisant croire que la soumission allait les sauver. C'est ça la difficulté. C'est ça, oui. Et c'est ça la difficulté. Et quand pour écrire mon bouquin, je me suis retourné un peu vers des étapes. Mon combat avec Philippe Séguin, comment je suis parti du RPR pour aller avec Pasqua et Villiers, comment je suis revenu à l'UMP, comment je suis reparti de l'UMP pour créer Debout la France à la fin, parce que voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Mais les 3 campagnes présidentielles, et à chaque fois, je me suis heurté au mur auxquels ont fait face Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, mes anciens, si je puis dire. Tout à fait. Mais il ne faut pas lâcher parce que ce mur se fissure. Et je pense que plus les choses vont aller, plus les Français vont comprendre le coût, pour eux, leurs enfants, de cette soumission. Voilà. Donc, il faut continuer le combat. Oui, on leur fait croire que la soumission, c'est la liberté. Voilà. En fait, le renoncement serait la liberté. Mais ce n'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Le pétainisme, absolument, le pétainisme a été ça. Les Sorbonnards sous Jeanne d'Arc ont été ça. Voilà, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Simplement, c'est plus facile, je vais vous provoquer, mais je suis trop bavard, donc allons. Non, pas du tout, on n'a pas du tout. Non, provoquez-moi, j'adore. Non, mais je vais vous provoquer. Quand il y a un soldat allemand nazi sur la place de la Concorde, vous savez que vous êtes occupé. Ouais. Quand vous êtes dans un pays colonisé progressivement, où les dirigeants font croire avec les médias que la soumission est une liberté, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser un peuple pour se rebeller. Et c'est seulement quand le peuple commence à voir les conséquences de cette soumission sur leur niveau de vie, sur la politique étrangère, par exemple les dizaines de milliards qu'on a donnés à l'Ukraine, sur la perte d'influence dans le monde, etc., qui commencent à s'apercevoir qu'il y a un problème. Mais c'est beaucoup plus long, paradoxalement. Oui. Même si comparaison n'est pas raison, qu'on ne dise pas, voilà. Mais quand même, c'est l'histoire de la grenouille. Oui, la grenouille, si la température monte lentement, la grenouille ne saute pas. Si l'eau bout d'un coup, elle saute et elle se sauve. Donc toute la difficulté pour nous, souverainistes, patriotes, indépendantistes, que vous voulez, c'est gaullistes, c'est de réveiller les Français intelligemment et de leur proposer un changement de politique qui les rassure, et on viendra sur mes propositions. Oui, alors, donc, tout à fait, ça me permet d'aller plus avant vers la question de l'Europe, parce que dans ce que vous avez décrit, on voit bien que l'un des pans majeurs, j'allais dire, de l'endormissement de la population, c'est de faire croire, 1, que la France est trop petite, 2, qu'elle n'existe pas en dehors du format européen, en fait, voilà, que la dilution fédéraliste européenne est la solution, en fait,
pour la survie et même pour la puissance. Donc le renversement au plan du sens est très fort et très lourd. Et donc, évidemment, ça permet à toute la classe politique d'expliquer qu'ils ont toujours du pouvoir, mais que ça se fait au niveau de l'Europe. Et que donc l'Europe est une bénédiction telle qu'elle se construit. Bon. C'est quand même ça, pour moi, l'imposture. Bon. Alors, vis-à-vis de l'Europe et par rapport, je dirais, aux autres tenants du souverainisme, vous avez une position qui n'est peut-être pas aussi radicale, par exemple, que Florian Philippot, que j'ai eu la semaine dernière ici, notamment, alors je pense au Frexit, bien sûr, et à la sortie de l'euro. Bon, voilà. Alors je vais vous répondre, c'est l'occasion de clarifier les choses. Voilà, ça me semble important. Premièrement, je me suis opposé à tous les traités, comme parlementaire. Oui. J'ai rompu dès le départ, je venais d'être élu député en 1998, pour le traité d'Amsterdam. J'étais dans l'équipe de direction de Philippe Séguin. J'avais tout intérêt à obéir. J'ai voté contre et j'ai été viré de la direction par Philippe Séguin lui-même, sur ordre de Chirac. Donc on ne peut pas dire que je suis suspect de compromission. Et j'ai du mal à accepter parfois cette espèce de réflexe sectaire qu'il y a chez les souverainistes, où plus souverainiste que moi, tu meurs. Donc non, j'ai toujours été très clair, j'ai toujours combattu tous ces traités. Premier point. Deuxième point, j'ai longtemps cru, je vais être très franc, j'ai longtemps cru que l'on pourrait changer de l'intérieur ce vaisseau ivre. J'ai longtemps cru, il faut être honnête. Aujourd'hui, je ne le crois plus, c'est clair. Et j'ai prononcé un discours le 5 octobre dernier que vous pouvez retrouver sur mon site internet de Boula France, où j'explique exactement comment je vois la situation. Pourquoi je n'y crois plus? Parce que, en fait, l'Union européenne est sortie des traités, même, sort des traités, avec la complicité de Macron, sort des traités, est en train de réduire à néant tout élément de souveraineté résiduelle de la France, qui était encore autorisé par les traités. C'est-à-dire qu'elle, von der Leyen ne respecte même plus les traités. Sur la santé, sur la défense, rien n'est respecté. Oui, elle va très au-delà. Non, mais elle va au-delà. Il y a une marche forcée. Oui, elle va au-delà des traités. Elle ne respecte pas les traités. Et deuxièmement, le grand changement fondamental depuis la crise Covid, c'est que l'Union européenne, maintenant, s'attaque aux libertés individuelles des citoyens. Dans ces conditions, j'ai dit, et je l'assume, qu'il faut, oui, partir. Il faut partir. Simplement, ma différence avec Florian Philippot et Asselineau, c'est que je dis qu'il faut partir en rassurant les Français pour qu'ils nous aident à partir. Parce qu'on peut répéter Frexit matin, midi et soir, brûler le drapeau européen sur les places publiques. Et on voit le résultat électoral. Florian Philippot et François Asselineau ont fait tous les deux campagnes aux européennes, ils ont chacun fait moins de 1%. J'ai refusé d'aller avec eux parce que je voulais une liste d'union des trois, ils n'ont pas voulu. Et j'ai dit à un moment, je vous laisse la place. Je ne ferai pas de liste pour ne pas vous gêner. Allez-y, moins de 1% chacun. Ils sont partis dans une autodestruction, tous les deux, de rivalité d'autodestruction. J'ai plaidé pour une liste commune sur une sortie raisonnée de l'Union européenne. Alors, concrètement, ça serait quoi? Oui. C'est quoi ma sortie raisonnée de l'Union européenne? C'est trois choses très simples. Un, si j'étais élu président de la République, moratoire immédiat. La France n'applique plus les traités. Rien. La France dit, je rétablis mes contrôles aux frontières. D'ailleurs, entre nous, on a le droit dans Schengen. Oui. Donc, ce n'est même pas une violation du traité, mais enfin, qu'importe. Et on met l'armée à nos frontières pour soulager nos douaniers, mettre fin aux narcotrafiquants et être très ferme. L'Allemagne vient de le faire. Le Danemark a une dérogation dans les traités. Bon, donc, contrôle des frontières nationales. 2, on n'applique pas, bien évidemment, le pacte immigration-asile qu'a appliqué Retailleau en arrivant de manière hallucinante. Deuxième point fondamental, on stoppe les crédits. On ne verse plus notre contribution. Plus un centime. Donc on reprend du pouvoir de nuisance, en fait. On ne verse plus un centime. Entre nous, rien que ça, le château de cartes va s'écrouler. On ne verse plus un centime. Alors ils vont dire, oh là 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 là, on ne verse plus à vos agriculteurs. Pas grave, puisqu'on va verser directement à nos agriculteurs, puisqu'on verse 10 milliards nets supplémentaires par an,
la contribution nette, et en fait, elle passe à 15,5 là, 2026. Donc, 5 milliards de plus en plus. Donc, on ne verse plus l'argent. Troisième point, on n'obéit plus à aucune directive. On n'applique plus aucune directive. Quatrième point, on sort du marché européen de l'électricité immédiatement, comme l'Espagne et le Portugal l'ont fait d'ailleurs, sans sortir de l'Union européenne. Sixième point, on rétablit la suprématie du droit français sur le droit européen. La suprématie du droit européen ne dépend pas des traités, c'est simplement des jurisprudences qui ont été faites. La France déclare officiellement que le droit français est supérieur au droit européen. Ça, ce sont les 5 points que j'ai dit d'ailleurs dans tous mes livres dès 2017. Personne ne les lit évidemment, mais je l'ai dit dès 2017. La France dit, la France existe à nouveau. On arrive à Bruxelles, consternation générale. La mère van der Leyen s'époumonne, mais elle peut dire ce qu'elle veut. Il n'y a plus d'argent, la France verse plus, c'est un tremblement de terre politique. Et la France dit quoi? Et c'est là la nouveauté, et c'est là où j'ai fait un pas vers Florian Philippot et François Asselineau, en disant, je me suis peut-être trompé, on ne peut plus changer de l'intérieur, et là on va à Bruxelles, et on dit, quels sont les pays qui veulent sortir avec nous, s'en aller avec nous? On ne va pas partir seul, parce qu'on n'est pas contre l'idée européenne. On n'est pas anglais. Pourquoi je pense que le Frexit n'embraye pas en France? Parce qu'il y a 36% des sondages de Français qui sont pour le Frexit, et il n'y en a que 1% qui votent pour les Frexiteurs. C'est qu'il y a un problème. Il faut quand même l'analyser objectivement. Essayer de comprendre. Parce qu'on peut répéter Frexit toute sa vie, mais si on n'arrive pas à convaincre déjà 10% de la population, 15%, 20%, on n'y arrivera jamais. Bon, on se fait plaisir, mais on n'y arrive pas. Donc, ce que je veux dire aux Français, et ça sera l'objet de ma campagne présidentielle, c'est je leur dire, on va partir à plusieurs. Et on va reconstruire l'Europe. On n'est pas les Anglais. Ça veut dire quoi? On va dire à Bruxelles, voilà, nous on n'applique plus les règles. On se donne 6 mois. 6 mois pour partir avec ceux qui veulent et reconstruire une Europe des nations gaulliennes, des États qui coopèrent entre eux. Quels sont ceux qui veulent venir avec nous? Ce que je veux, c'est dynamiter l'Union européenne. Je ne veux pas une évasion, je veux une mutinerie. Je ne veux pas m'évader de la Bastille, je veux détruire la Bastille. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait le Frexit en Angleterre, l'Union européenne est restée, elle garde sa force d'attraction. Absolument. Et on voit que le Premier ministre britannique d'une autre couleur politique revient en galopant, qui refont des accords en douce. Donc moi je pense que ma solution, paradoxalement, est beaucoup plus souverainiste. Je veux détruire l'Union européenne, je veux la dynamiter. Et je veux surtout dire aux Français et aux autres Européens, nous allons vous libérer de cette structure qui a dévoyé l'Europe, qui l'a trahi, qui l'a défigurée, mais nous allons reconstruire quelque chose, parce que la France est un pays continental, n'est pas un pays seul. La France peut imaginer, on peut très bien imaginer un marché commun, on peut très bien imaginer des coopérations d'États à quelques-uns, on peut imaginer plein de choses. On n'est pas contre l'Europe, on est pour une Europe de nations souveraines. Ça veut dire que le projet que j'avais d'ailleurs écrit avec Bond du Danemark après en 2006, d'un traité confédéral, c'est un traité qui garde ce qui doit être gardé, qui organise nos rapports avec nos voisins, qui permet des coopérations à la carte, 2-3 pays, et qui rend à chaque nation sa souveraineté en termes de frontières, de migration, de budget, de politique industrielle, de politique commerciale et, dans une dernière étape, monétaire. Voilà. C'est le point dur. C'est le point dur. Mais déjà, imaginez déjà le tremblement de terre. Si vous avez un président français élu par le suffrage qui dit on ne peut plus obéir à cette structure, on n'obéit plus, on ne la finance plus, on renégocie tout pendant 6 mois et on part avec les quelques pays qui voudront. Alors on va me dire, oui, mais il y en a, ils ne voudront pas partir. Eh bien très bien, s'ils ne partent pas, on part seul, on revient au Frexit. D'accord? Mais on aura pris à témoin le monde, en disant la France n'est pas pour partir, la France, elle est pour reconstruire. La France, elle n'est pas dans une démarche de fuite, elle est dans une démarche de libération des peuples d'Europe, conforme à 1789, 1848, parce que la France est un pays continental. La France ne renonce pas à sa responsabilité. Mais la France dit, on ne joue plus avec cette structure vermoulue qu'il faut détruire. Et le grand avantage de ma solution, c'est que
si on réussit, même à 4 pays, il n'y a plus d'Union européenne. Il n'y a plus d'Union européenne. Et le parti de l'étranger qui est en France ne pourra pas continuer à s'appuyer sur elle contre nous. C'est très important. Et surtout, on reconstruit quelque chose, parce que croire que la France va partir toute seule et qu'on ne va rien reconstruire, je pense que c'est un scénario qui est en fait un scénario hypothétique, que mon scénario est beaucoup plus crédible. Maintenant, mon scénario part d'un présupposé, que la France est encore capable de convaincre d'autres de la suivre. Oui. Et là, François Asselineau et Florian Philippot n'ont pas tort aussi, et c'est pour ça qu'on est complémentaires, de dire tu te mets le doigt dans l'œil, personne ne va te suivre. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que le degré d'allergie des peuples à l'égard de Van der Leyen et de l'Union européenne est tel que la France peut réveiller les peuples. Comme Napoléon l'a fait, comme, alors sans les occuper, rassurez-vous, mais comme toute l'histoire de France, c'est un rapport à l'Europe très particulier. Et je pense qu'en fait, les peuples d'Europe attendent la France. Ils attendent une France qui dit on ne joue plus. Oui, ils attendent qu'on fasse quelque chose. Mais oui, il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose. Les Allemands ne peuvent pas parce que les Allemands ont encore la culpabilité ancienne. Et puis, ils ont l'énorme avantage de diriger l'Union européenne. Donc, pourquoi ils se priveraient de l'Union européenne? Les Italiens ne peuvent pas parce qu'ils touchent l'argent. Ils sont achetés. Les Espagnols sont super achetés. Les Hongrois sont trop petits. Donc, en fait, il n'y a que la France qui n'a pas besoin de l'argent de l'Europe, puis c'est elle qui paye. Et il n'y a que la France qui a l'esprit universel qui permettrait de reconstruire une Europe qui marche. Et alors, qui pourrait nous suivre? Alors, la Hongrie, une partie de la Pologne, l'Italie, et puis s'ils ne nous suivent pas, tant pis pour eux. De toute façon, le départ de la France donnera un sacré coup à cette structure. Simplement, ça sera plus difficile pour nous. Donc je préférais, je prends l'image de l'immeuble. Il y a un immeuble qui s'appelle l'Union européenne. Longtemps, j'ai cru qu'il fallait changer le syndic. Ce que je disais aux dernières européennes en 2019, avant-dernière. Je disais, on change de syndic, on remet des portes à nos appartements, on réduit les charges et l'immeuble va fonctionner. Ben, je me suis trompé, c'est plus possible. Donc, je déménage et je vais dans un lotissement. Je mets ma maison dans un lotissement avec ma clôture, ma maison individuelle. C'est la souveraineté de la nation. Mais j'invite d'autres pays à venir parce qu'ils vont quitter l'immeuble délabré et venir dans le lotissement. Et le lotissement et l'Europe des nations, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y aura peut-être une voie commune, il y aura peut-être un pot toutes les semaines ensemble, il y aura peut-être une maison de quartier pour les jeunes du lotissement. Ça sera une Europe confédérale. Celle qui a marché d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que l'Europe en soi, c'est mal. Une Europe des nations qui travaillent ensemble sur certains points, en quoi c'est dommageable. Il ne faut pas une hystérie anti-Europe. Non, mais bien sûr. Non, mais oui, mais les Frexiteurs se font passer comme anti-européens et finalement perdent des voix bêtement. Je pense qu'il y a un consensus dans l'opinion française, en tout cas qu'il y aura un consensus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un tiers des Français qui ont compris que cette Europe ne marchait pas. Il faut les libérer et leur dire, venez à nous, nous n'allons pas vous mettre dans un précipice. Nous allons intelligemment reconstruire quelque chose, détruire l'Union européenne, qui est en train d'ailleurs de se détruire, parce que c'est une dictature qui apparaît. Oui. Donc, il faut la détruire maintenant. Donc moi, la grande nouveauté, peut-être, c'est que je n'ai pas suffisamment fait comprendre ça, parce que c'est récent, c'est une maturation récente. J'ai évolué. Donc je me rapproche, c'est vrai, d'un Florian Philippot et d'un François Asselineau. Mais pour autant, je pense que leur hystérie frexiteur, n'arrive pas à convaincre les Français. Et donc il faut trouver un moyen de convaincre les Français. Sinon, on n'y arrivera jamais. Bon, ben, je vous voilà, je suis désolé. Hein, non, je vous remercie de cette clarification. Alors, c'est clair, est-ce que c'est clair? Le problème de fond, moi je vais vous dire, c'est plus facile de faire campagne, Frexit, matin, midi et soir. C'est plus compliqué de dire, oui, on va sortir, on détruit l'Union européenne, mais on va reconstruire quelque chose. Mais je pense que c'est plus difficile à expliquer, moins simpliste, mais que c'est la seule voie pour convaincre une majorité de Français entre maintenant et 20 ans. Voilà, je pense, je vais vous dire très franchement, je pense que c'est un combat qu'on commence. Et j'espère que ça ne mettra pas 20 ans. Ouais. Mais, parce que dans 20 ans, on sera mal. Hein. Bah, on sera un peu plus vieux, chère Caroline. Oui, puis on sera mort. Enfin, on sera mort. Non, on n'est jamais mort. La France n'est jamais mort. Non, mais ce que je veux dire. Mais ça sera dans un bain de sang. Non, mais ça sera dans un bain de sang. Et puis surtout, la dictature dont vous parlez, ce sera. Ça sera dans un bain de sang. Sérieusement. Ça sera dans un bain de sang.
Oui, renforcé. Ça sera dans un bain de sang. Donc moi, j'aimerais qu'on évite avant la violence. Mais il y a un moment, ça sera un bain de sang, parce que vous n'allez pas accepter... C'est la fin de la démocratie, quand même. C'est la fin de nos libertés individuelles. C'est un régime chinois européen. Mais ça se fait... C'est le contrôle social. Ça se fait à la grenouille, effectivement. Oui, mais c'est en route. Et on ne peut pas me reprocher de ne pas l'avoir dénoncé pendant la crise Covid. J'étais un des rares, avec d'ailleurs Florian, que je remercie. Moi, je tends la main à tout le monde. Simplement, je vais proposer à la présidentielle une voie souverainiste capable, je pense, de faire comprendre aux gens qu'il y a une autre issue possible. Fin de l'Union européenne, reconstruction d'une Europe des nations souveraines. Récupérer notre liberté, mais travailler avec les autres. Je pense que c'est simple à comprendre. Je partage tout à fait cette perspective. Il y a deux choses sur lesquelles il va falloir aussi savoir convaincre et avoir des solutions. C'est l'euro, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. Et deuxièmement, c'est évidemment ce que ne manquerait pas et ce que ne manquera pas, si ça devait advenir, de provoquer cette posture, si elle avait des chances d'arriver et de convaincre, c'est-à-dire une réaction très 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 forte, probable, avec toutes les ramifications qui sont déjà en place pour ça et toutes les dépendances qui sont déjà en place, une réaction des États-Unis. Parce que les États-Unis ne vont pas laisser impunément leur échapper cette Europe diluée, cette Europe asservie, cette Europe... Oui et non. Very convenient. Alors oui et non. Car très complaisant. Il y a deux choses. La plus compliquée, c'est l'euro et encore que. Oui et non. D'abord, les États-Unis. L'État profond américain, oui. Mais il faut s'appuyer sur Trump, qui, je pense, déteste l'Union européenne, sincèrement. Et a bien compris aussi que des nations libres voulaient exister. Alors, je pense qu'il faut absolument saisir l'occasion historique qu'il y a en ce moment, d'un retour des nations, des souverainetés. Oui. Et que ça, il faut l'expliquer inlassablement, et qu'il faut en convaincre les États-Unis que c'est la seule solution, et il faudra le faire. Mais un peuple en marche ne s'arrête pas. Si les Français... C'est pourquoi je reprends à la base. Vous savez, moi, au fond, le Frexit, en soi, je suis ravi. Mais simplement, dire le Frexit sans dépasser 1% des voix, c'est ne jamais faire de Frexit. Donc, je me dis qu'il faut proposer aux Français quelque chose qui soit compréhensible et rassurant. Et pas seulement rassurant par hypocrisie. Parce que moi, je ne suis pas choqué à l'idée que nos pays travaillent ensemble. Je ne crois pas qu'un Frexit pur, imaginaire, si ce n'est pour faire avoir un succès d'estime politique, permette de résoudre les problèmes du continent. Donc, je crois que le bon alliage, c'est ce qu'avait inventé De Gaulle, c'est des nations souveraines qui ont chacune leur démocratie, leurs frontières, leur budget et leur monnaie, on y viendra, qui travaillent ensemble de manière intelligente dans des coopérations qui peuvent à tout moment être stoppées, accélérées, où on garde la maîtrise des coopérations. C'est fondamental. Et c'est la différence entre une confédération et une fédération, entre la supranationalité et la non-supranationalité. Je vais vous donner un exemple concret, parce que ça paraît abstrait. Les négociations commerciales. Moi, j'ai rien contre des négociations organisées à plusieurs. Mais en revanche, il fallait garder le droit de veto. Je raconte dans mon bouquin comment j'ai assisté avec Sarkozy et Guénaud à cet traité de Lisbonne, où je leur ai dit, mais vous n'allez quand même pas dans le traité de Lisbonne abandonner le droit de veto de la France en commercial, qui a permis à Balladur de bloquer le GATT, qui donnait un levier considérable de puissance à la France. Rien ne me choque à l'idée qu'on négocie à plusieurs, parce que c'est évident qu'on peut être à plusieurs plus forts pour négocier, mais à condition de garder le droit de veto. Ça veut dire que le débat n'est pas liberté totale ou fusion totale. Le débat est de trouver le bon alliage entre l'indépendance nationale, sur lequel on doit être absolument sourcilleux, et puis des coopérations d'intérêt. C'est évident. Et ça, je pense que si on l'explique aux Français, et que si c'est clair, domaine par domaine,
et c'est l'objet du traité, du projet de traité que j'avais construit et que je vais remettre au goût du jour, il y aura la capacité des Français de comprendre qu'entre une dictature qui est en train de se mettre en place et une autre voie intelligente, bah, finalement, l'autre voie intelligente, il faut peut-être l'écouter, parce que les esprits sont en train d'évoluer. Parce que quand on s'attaque aux libertés individuelles, si vous voulez, c'est terrible à vous dire, mais j'ai compris que pendant 30 ans, quand on parlait de la souveraineté de la France à nos compatriotes, beaucoup comprenaient, mais pas tous. Encore qu'une majorité a compris en 2005. Bon, quand on leur donne la parole. Donc, ne pas prendre les Français pour des idiots. Les Français ont compris en 2005, malgré la propagande. Et s'il y avait un nouveau référendum, ils voteraient non. Donc, les Français ont compris, mais la propagande est telle qu'on a beaucoup de mal à le faire comprendre. Mais quand ça va s'attaquer aux libertés individuelles, s'injecter un produit toxique dans le corps, reprendre son permis de conduire tous les 15 ans, il y a dans la directive sur les permis de conduire, et je renvoie à la pétition que j'ai mise sur mon site Debout la France, il y a quand même écrit que toutes les routes d'intérêt général et les centres-villes doivent être surveillées numériquement et reliées à Bruxelles. C'est écrit. Je ne suis pas un complotiste. C'est écrit. Donc quand les Français, qui sont profondément attachés à leur liberté, vont comprendre que dans leur vie quotidienne, il y a un État totalitaire qui est en train de se mettre en place, moi je pense qu'ils vont évoluer très vite. Il y a un contrôle central en fait. Voilà. Oui. Il y a un contrôle central très vite. Et qui va irriguer sur les médias, sur tout. C'est une dictature. Et donc moi je crois qu'il faut prendre le problème, et ça c'est vrai que ça fait évoluer ma position. C'est-à-dire que moi je ne cache pas ma position, j'ai répété pendant des années, on va la changer de l'intérieur. Je vous explique aujourd'hui pourquoi je pense que c'est plus possible. Voilà. Donc il faut s'en dégager. Pour s'en dégager, il faut dire aux Français, on va reconstruire quelque chose. On n'est pas que dans la fuite. On va détruire l'Union européenne, on va reconstruire quelque chose et on va essayer de le faire avec le maximum de pays qui veulent. Si les autres pays ne veulent pas, eh bien on ira tout seul. Parce que la liberté, elle ne se partage pas. Mais essayons quand même de faire levier. Parce que je pense qu'en Allemagne, le débat est très important. Et puis, l'histoire n'est pas linéaire. Si imaginez la France qui dit au monde et à l'Europe, c'est fini, on ne paye plus. Mais Madame von der Leyen, elle n'existe plus. C'est comme les jeux d'enfants, vous savez, qui sont gonflés avec de l'air. Ça va retomber d'un coup. C'est maintenant qu'il faut le faire. Mais alors, comment faire gagner les élections et faire comprendre et passer? Parce que le problème de fond, c'est là où j'en ai marre des disputes des souverainistes grotesques. Des enfantillages, la cour des maternelles. Et je le dis, moi, franchement. C'est curieux d'ailleurs de voir comment des gens aussi intelligents que Philippot et Asselineau, aussi brillants, aussi courageux, peuvent être aussi infantiles. Donc, et immatures. Donc, moi, je leur dis, nos électeurs souverainistes, qui représentent aujourd'hui, si on avait pu faire la liste d'union que je voulais aux européennes, on aurait fait 5%. Sans problème. Il faut créer ce premier socle, ce qu'a fait Farage il y a 20 ans en Angleterre. Donc moi, l'objectif obsessionnel que j'ai, tant que je suis à peu près alerte, c'est, et comme je suis le seul qui peut avoir les signatures, parce que c'est pas en brûlant un drapeau européen sur des estrades et en gueulant qu'on a les 500 maires. Eh oui. Et on ne peut pas être candidat à la présidentielle s'il n'y a pas les 500 maires. Donc moi j'ai travaillé pendant 20 ans à ce réseau des maires, qui m'aiment bien, je pense certains, parce que je suis raisonnable, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de sérieux. Ces 500 maires, c'est la première étape pour pouvoir émettre une voix souverainiste à la présidentielle. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent souverainistes, si vous continuez à vous diviser comme ça, il n'y aura pas de candidat souverainiste à la présidentielle. Et s'il n'y a pas de candidat souverainiste à la présidentielle, nos idées ne porteront jamais plus. Donc moi je me dévoue, parce que j'ai les 500, parce que je pense avoir les idées claires, parce que j'étais déjà candidat, donc je suis identifié dans l'opinion, pour porter cette voie de libération de la France. Et je pense que si on avait des comportements de rassemblement, on peut atteindre les 10%. Les 5, les 6, les 7, les 8. Parce qu'il y a bien 10% des Français qui veulent se libérer de von der Leyen. Et peut-être plus. Mais pour... Vous voyez, je reste modeste, humble. Je veux déjà pouvoir être candidat, défendre la souveraineté de la France, la libération, sur un programme clair de rupture. Et rassembleur. Si on réussit ça, eh bien, Florian Philippot, qui est beaucoup plus jeune que moi,
eh bien, il prendra la suite. Et puis, il y en aura d'autres. Et on aura enfoncé les lignes. J'ajoute que si on fait ça, le Rassemblement national, qui a tout trahi là-dessus, qui est devenu européiste, qui se couche devant Bruxelles, on ne sait plus ce qu'il pense, sera bien obligé de changer de ligne, de revenir au... Parce que moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de militants du Rassemblement national qui viennent me voir dans les réunions en province, qui me disent, écoutez, on ne le dit pas officiellement, mais en douce, on va voter pour vous parce que notre parti est en train d'abandonner sur l'Union européenne. La guerre en Ukraine, l'Union européenne, on ne sait plus ce qu'ils pensent. Il y a un alignement absolument dingue. Donc, il y a une voie possible pour un candidat à la présidentielle souverainiste. Bon. Voilà. Bon. Alors, vous n'échapperez pas à l'euro. Transparent. Non, non. Oui. Ah, vous avez raison, j'ai oublié l'euro. C'est un acte manqué. Voilà. Alors, l'euro. J'ai fait ma campagne de 2012 sur la sortie de l'euro. J'avais bien raison. J'ai retrouvé des vieux documents là en cherchant pour mon livre. On avait des argumentaires. Tout ce qu'on a prévu s'est passé. Ouais. Désastre industriel. Et ce qu'on n'avait pas prévu s'est produit. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu que l'euro permettrait à la France d'échapper à toute discipline budgétaire et à se surendetter. On n'avait pas prévu. Vous voyez ? Et donc le grand paradoxe, ce qui est quand même fascinant, c'est que tout l'argument des pro-euro pendant ces années, qui était de dire aux retraités français, aux épargnants français, heureusement que vous avez l'euro, hein, ça vous protège. Et bien en fait l'euro aura ruiné les épargnants français et les retraités français qui vont passer à la caisse dans les années qui viennent pour payer la dette. Ben oui. Donc l'euro en fait aura empêché la France de bien gérer son budget, puisque c'est une sorte de laisser-faire. Mais il ne faut pas croire que parce que pendant 20 ans, les autres pays ont laissé la France s'endetter, ils ne vont pas lui demander de venir payer à la caisse. Il ne faut pas croire. Oui, puis on a... Non, mais attendez, ouais, ça va venir. On a même le front intérieur de ceux maintenant, oui, mais ça va à l'Assemblée nationale, qui veulent casser aussi l'épargne des Français en euros, oui, en fonds euros. Mais ça y est, ça y est. Là, on est... Ils arrivent. Et moi, je vous le dis, l'Allemagne et la Banque centrale, pas ce gouvernement, mais si un gouvernement patriote arrivait, par exemple un Bardella, Le Pen, lui... Et d'ailleurs, il y a eu une interview de Bardella dans un journal britannique tout à fait récent qui a commencé à montrer patte blanche. Oui, nous allons faire 100 milliards d'économies et nous allons demander en échange à la BCE de racheter notre dette. Ça veut dire qu'ils rentrent déjà dans le piège. Alors que moi, je pense que l'euro est fini, mais qu'il faut procéder d'abord à la sortie de l'Union européenne avant de mêler l'affaire de l'euro. D'accord. Je ne crois pas qu'on puisse faire les deux en même temps. Et je pense que l'euro va tomber tout seul, que c'est l'Allemagne qui partira de l'euro. Voilà. Donc je pense que l'affaire de l'euro, soit on commence par l'euro, soit on commence par la sortie de l'Union. Je ne pense pas qu'on puisse faire les deux en même temps. J'ai peut-être tort, il faut y réfléchir. Moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, j'ai la science infuse, je sais tout sur tout. Est-ce que l'euro ne tombera pas avant la présidentielle? Est-ce que l'euro est dans un état de fragilité totale? Donc moi je pense que obligatoirement, qu'on reste d'ailleurs ou pas dans l'Union européenne, l'euro explosera en vol. Et qu'il faudra une sortie organisée de l'euro. Mais c'est écrit. Tous les gens sérieux en finance le savent. Simplement, est-ce que c'est maintenant ou dans 10 ans? J'en sais rien. Voilà. Et comment on en sort? Il vaut mieux en sortir intelligemment. Mais ce n'est pas si compliqué, c'est psychologique. Le problème, c'est est-ce que les Français sont prêts à entendre ce discours? Aujourd'hui, ils ne sont toujours pas. Non. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt d'abord reprendre le contrôle de nos frontières parce qu'on a 80% des Français derrière nous. Il faut reprendre le contrôle de notre politique migratoire parce qu'on a 80% des Français derrière nous et ça, c'est la supériorité du droit français sur le droit européen. Il faut ne plus payer parce que là aussi, on a 80% des Français. Quand on va leur dire on fait 15 milliards d'économies en payant plus l'Union européenne, je pense que les Français seront d'accord avec moi. Donc faisons déjà les étapes de libération pour lesquelles nous avons un soutien populaire. Et puis après, on va voir comment les choses se passent. Mais c'est évident qu'il faudra retrouver notre liberté monétaire. Il n'y a pas de secret. Un pays n'est libre que quand il a sa monnaie. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. Voilà. Bon, bien. Ce n'est pas précis, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va venir naturellement. D'accord. Alors,
Que fait cette France-là vis-à-vis du reste du monde? Les États-Unis, la Russie, et bien sûr le conflit toujours saignant et qui n'a pas l'air près d'arrêter de saigner de notre volonté, de notre fait avec l'Ukraine, la Chine, les BRICS, l'Afrique. Quelle politique étrangère? Je veux dire étrangère? d'abord un mot avant qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il faut être franc avec les Français. Si on reprend notre indépendance, il faut avoir un esprit de responsabilité et faire le ménage dans nos affaires intérieures. Je ne partage pas l'avis des souverainistes qui font croire que tout est le fait de l'Europe. Non, bien sûr. Non, mais oui, mais bien sûr. Ouais. Non, mais il faut qu'on travaille plus. Et ce sera dans mon bouquin. Il faut qu'il y ait, je prends l'exemple de l'éducation nationale. Ouais. L'Europe n'est en rien dans l'affaire de l'éducation nationale française, qui est un désastre. Donc, tout n'est pas la faute de l'Europe. Et je sais qu'en disant ça, parfois, j'ai des souverainistes qui me voient comme quelqu'un de pas net, parce que, non, être libre, c'est la fable du loup et du chien. Hein. Être libre, c'est s'astreindre. Ma fable préférée. Et oui, là, en démocratie, c'est dire la vérité. Donc moi, je veux dire aux Français, voilà, je vais vous rendre votre liberté, mais ensemble, on va être libre et on va remettre en ordre nos affaires. C'est fondamental, parce que si on ne le fait pas, on n'est pas honnête. Parenthèse. J'en viens à politique étrangère. Eh bien, politique étrangère, c'est très clair. D'abord, il faut préserver et rétablir nos moyens, donc nos moyens économiques et financiers, je viens d'en parler. Deuxièmement, notre indépendance de défense, qui est en train d'être grignotée. Ça veut dire sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN tout de suite. Pas sortie de l'OTAN générale. Là aussi, avançons pas à pas. C'est pas la peine. Non. Je vois pas l'intérêt. J'ai entendu là, je sais pas ce qu'en pensent Florian Philippot et Asselineau, mais là aussi, moi j'ai pas envie. Je vois pas pourquoi je ferais tout à coup la guerre aux États-Unis. C'est pas l'objet. Je veux une France indépendante, mais sortant du commandement militaire intégré de l'OTAN, arrêtons avec tous ces militaires de plateau, chapeau à plumes, qui vont aller retrouver leur régiment ou pantoufler dans le privé, mais moi j'en ai assez, il faut les remettre au pas. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit tweet. L'armée, officiellement, les tweets officiels de l'armée de terre, des chefs d'état-major, ne parlent plus de souveraineté nationale, mais de souveraineté européenne. Il y a eu un dernier tweet hallucinant, un glissement mais volontaire. Et j'ai entendu le chef d'état-major de l'armée de terre chez Fogiel, qui nous expliquait que la France participait à la souveraineté européenne. Mais moi, je vais les convoquer et leur dire qu'ils sont au service de la nation. Ils sont au service de la nation. Donc il faut remettre de l'ordre dans l'armée française. On est au service de la nation. On n'est pas au service de l'Europe, qui n'existe pas. Elle est politisée. Oui, mais qui n'existe pas. L'état-major, pas les, bien sûr, les troupes. Bien sûr, et d'ailleurs, j'ai vu un militaire ce week-end, un parachutiste, qui a démissionné. Et vous avez beaucoup de démissions dans l'armée en ce moment. Attention, qui en ont assez, parce qu'ils n'ont aucune envie d'aller combattre en Ukraine et en Roumanie. Et ils se sont engagés dans l'armée pour servir la France, pas pour servir Mme von der Leyen. Donc ça, c'est très important. Il faut remettre de l'ordre dans l'armée française. Et il faut clairement dire maintenant, on revient à la logique gaullienne. Tous nos armements, nous devons être autosuffisants. C'est l'objectif. Et ça va mettre 10 ans à revenir. Oui, parce qu'on a petit à petit abandonné parce qu'on a laissé produire des petites choses. Donc il faut revenir à l'indépendance. Annuler bien sûr le programme SCAF, faire un Rafale de nouvelle génération. Nous avons tout pour le faire. Donc on peut le faire. Donc il faut remettre de l'ordre dans nos finances, il faut remettre de l'ordre dans notre défense, et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir exprimer, parallèlement bien sûr, on ne va pas attendre d'avoir remis de l'ordre pour l'exprimer, mais on va réexprimer une voix de la France. Et la voix de la France est très simple et très compliquée à la fois, mais très simple. Ce qu'on ne fait plus depuis des années, quelle est la pensée stratégique de la France sur les événements du monde? Qu'est-ce que pense la France? Pas qu'est-ce que pense l'Union européenne? Qu'est-ce que pensent nos partenaires? Comment on se positionne en fonction des sondages, de ce que pense l'un ou l'autre? Non. Quelle est la vision qu'a la France rationnellement, compte tenu de ses valeurs, du monde? Notre position sur le conflit ukrainien. Vous connaissez ma position.
eh bien, il faut l'exprimer et dire, voilà, nous, la France, on veut être l'hôte des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, et on a un plan pour la paix, démilitarisation de l'Ukraine, soldats de l'ONU autour des centrales nucléaires, etc., etc., non-adhésion, bien sûr, de l'Ukraine à l'Union européenne, etc., etc. Et on a une vision, mon Europe des nations et des peuples, je veux l'étendre à la Russie, bien sûr. Donc, c'est clair, mais moi, je ne vais pas le cacher. Voilà, parce qu'on a une civilisation en partage. Ça ne veut pas dire une soumission à la Russie. Ça ne veut pas dire que Poutine a raison sur tout. Pas du tout. Comme ça ne veut pas dire que Trump a raison sur tout. Équidistance. Équidistance. Premier point. Deuxième point, c'est une politique vis-à-vis de l'Afrique. Fondamentale. Mais la politique vis-à-vis de l'Afrique dépend de notre indépendance au niveau mondial. Parce que la France, petit soldat de l'OTAN et de l'État profond américain qui n'est même plus au pouvoir à Washington, ça n'a aucun intérêt pour les pays africains. Donc, tout va en découler. À partir du moment où la France va redevenir libre de sa position, l'estime des nations va revenir. Tout à fait. Et c'est là où on a aussi à construire une philosophie du monde du XXIe siècle qui n'est pas la copie de celle de De Gaulle, mais qui avance. Quelle vision du monde multilatéral? Quelle vision de la puissance chinoise? Quelle vision du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique et du droit de transformer leurs matières premières? Quelle vision de l'Amérique latine, etc., etc. Moi, je ne suis pas un singe savant, je ne vais pas vous dire tout sur tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir reprendre une France indépendante, une France qui exprime sa propre vision à la lumière de ses intérêts et de ses valeurs. Et ce n'est pas toujours facile de concilier les deux. Non, c'est difficile, mais le principe cardinal, c'est donc le non-alignement. Non-alignement. C'est clair. Bien évidemment. Bien évidemment. Bon, mais ça, c'est bien, ça. C'est bien, mais ce n'est pas si facile. C'est pas si facile à exprimer. Non. Parce que y a nos intérêts, il y a nos valeurs. C'est l'alliance de nos intérêts et de nos valeurs qui avait fait l'alliage gaullien. Oui, et aussi le fait que le général ne s'intéressait pas au régime, mais aux États. Tout à fait. Ce qui lui donnait en fait une immense liberté. Exactement. Voilà, parce qu'il pouvait entretenir des relations avec les États au-delà des vicissitudes. Et les peuples. Au-delà de leur régime. Voilà, des régimes, des vicissitudes politiques, etc. Et c'est ce qu'elle n'a rien compris. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de raisonner en fonction des régimes se sont plantés parce qu'en fait, soit on n'a plus aucune relation avec aucun pays autre que démocratique, ce qui réduit le champ. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Tout à fait. Soit on fait de la géométrie variable au gré de nos intérêts. C'est-à-dire que quand un régime ne nous plaît pas et qu'il n'est pas démocratique, on dit « Ah, ben voyez, il n'est pas démocratique ». Et puis quand il n'est pas démocratique et qu'il nous plaît, on dit « Il est formidable ». C'est-à-dire qu'il y a une absence totale de crédibilité. Oui, il n'y a plus aucune crédibilité. Ça tue la crédibilité parce qu'il n'y a plus de cohérence, en fait. Parce qu'on fait des mamours à l'Arabie Saoudite et on dit que la Russie est un régime totalitaire. Donc on m'explique. Tout ça est grotesque. Donc il faut revenir à un vrai ministère des Affaires étrangères. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais la chance qu'on a, c'est que le monde est encore dans l'illusion d'une France qui existait il y a 30 ans ou 50 ans, que bien sûr les dirigeants ont compris que ce n'était pas le cas avec le régime actuel, mais qu'ils attendent de la France qu'a toujours été la France. Et donc si les dirigeants français reprennent la ligne gaulienne d'indépendance nationale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qu'ils anticipent les grands défis du monde de demain, je pense qu'on peut trouver une voie et qu'on aura un retentissement. Donc je ne suis pas trop inquiet. Et ce qui m'inquiète plus, Caroline, c'est plutôt les moyens dont dispose la France. C'est-à-dire que pour être franc, un pays qui a une défense qui est devenue petit à petit grignotée, un pays qui a une économie soumise, colonisée, un pays qui a une population avec des traversées par des phénomènes terroristes, est un pays très faible. C'est pourquoi j'ai toujours dit, plutôt que de vouloir envoyer des soldats en Ukraine, envoyons des soldats à Marseille. Ça sera plus utile. Non, mais il faut rétablir l'autorité d'une manière générale. Il y a quand même un travail de remise en ordre puissant à faire parallèlement. Tout à fait. Comme Richelieu a pu le faire. Oui, bon, non, je mais il faut... le siège de la Rochelle. Non, mais...
Non, mais il faut traiter effectivement l'intérieur et l'extérieur comme un tout, finalement, comme un tout qui s'interpénètre et qui se nourrit, c'est-à-dire la crédibilité intérieure dépend, bien sûr, de la manière dont on est perçu à l'extérieur, mais pour être perçu à l'extérieur autrement que comme juste dispensateur de grands discours et de leçons, et en fait complètement aligné sur le fond, il faut aussi avoir une capacité intérieure qui permette d'être cru, tout simplement d'être cru. C'est-à-dire que si on remet de l'ordre à l'intérieur, on peut être cru aussi à l'extérieur. Il y a le non-alignement, mais il y a aussi l'autorité, à mon avis, le thème de l'autorité. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est quand on écoute les discours, ce que n'écoutent plus jamais les principaux dirigeants politiques français, mais quand on prend le temps d'écouter des discours de dirigeants étrangers, on s'aperçoit, et vous le faites souvent, de la valeur intellectuelle de ces dirigeants, qu'ils soient des chefs d'État africains, d'Amérique latine, de Russie, du monde entier. Et quand on voit la légèreté des dirigeants français, leur incohérence, leur cynisme, leur manque de valeur morale, et quand on voit la qualité des discours à l'ONU des principaux chefs d'État, oui, ou de leurs représentants. Ou de leurs représentants. Ah oui, non, mais ça on s'aperçoit qu'on on a perdu. On a beaucoup perdu. Voilà pourquoi aussi, je pense, au risque de déplaire, que je pense, je le dis carrément, et je sais que je l'ai dit et que ça n'a pas plu du tout, mais je pense qu'on ne peut pas être à 29 ans chef d'État, sans aucune expérience. Non plus. C'est impossible. Et j'ai rien contre Jordan Bardella à titre de personne. Il est fâché, je sais, contre moi, parce que je l'ai dit, mais je pense qu'il pourrait être un très bon ministre, parce qu'il a un talent fou, un génie de la communication, il a de la solidité. Je pense que c'est quelqu'un qui fera de grandes choses, mais devenir président de la République à 30 ans, sans jamais avoir eu la moindre expérience, la moindre connaissance historique, me paraît honnêtement une folie pour le pays. Alors j'ai eu tort de le dire sur un plateau de télé, j'ai des gens qui m'ont accusé de tous les noms, mais je pense qu'il faut être sérieux. On a eu Macron sur un phénomène de mode, de médias, de légèreté. Il faut vraiment que la prochaine élection présidentielle, les Français élisent quelqu'un qui a les capacités. Et je ne parle pas de moi, là, il y en a plein d'autres. Oui, qui ait du recul, qui ait de l'expérience et qui prête moins le flanc à la dépendance, en fait. Exactement. Est-ce que vous montez dans un avion, dans un 747 pour aller à New York, avec un pilote qui n'a jamais piloté un ULM? Je ne crois pas. Bon. Ou alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui pilote. Oui, c'est ça. Oui, là, l'image est bonne. Oui, il y a un copilote. Oui. Il y a au moins un copilote. Bon, le dernier pan de cette interview, c'est éventuellement un sujet, je ne dirais pas libre, parce qu'on n'est pas dans un grand oral, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous semble n'avoir pas été abordée entre nous, sur ces sujets-là, bien sûr, sur lequel vous souhaiteriez profiter de cette occasion pour vous exprimer? Moi, je vais vous faire une confidence. Le sujet qui m'inquiète le plus, c'est l'éducation nationale. Je n'ai pas la solution. Je réfléchis beaucoup à ça. Je vais vous donner un exemple. Je voyais un jeune professeur de français vendredi soir dans un collège de ma circonscription et qui me disait, je lui dis comment ça se passe. Il me dit, écoutez, j'ai des élèves de 6e qui la plupart n'ont jamais lu un livre de leur vie, ne savent pas lire un texte et encore moins écrire un texte. Mais même un texte de 10 lignes. Et c'est une majorité de ma classe de 6e. Dans une ville qui n'était pas une ville de banlieue difficile. Donc, quand on a un tel niveau scolaire en France, un tel niveau scolaire, c'est vertigineux. Ça, une telle dégradation, vous pouvez tout faire et vous époumoner, nous, j'allais dire, d'une génération qui a eu un bagage scolaire. Si la jeunesse de France n'est pas aidée et s'il n'y a pas une reprise en main totale de l'éducation nationale, d'exigence pour ces enfants, qui ont d'autres qualités, hein, ils ne sont pas du tout idiots. Hein, non, mais on ne les fait pas travailler. Mais si on ne les aide pas à lire, écrire, forger leurs pensées, on va arriver, la France va disparaître des écrans radars. Quand on voit ce que font les petits Vietnamiens à l'école
les petits Chinois, les petits Singapouriens. Non mais il faut voir la déchéance éducative française, vertigineuse, mais vertigineuse, qui s'est aggravée depuis les 5 dernières années. Donc pour moi, aujourd'hui, la priorité absolue, alors il y a tellement de priorités, c'est de reprendre notre liberté, mais c'est d'avoir un programme en interne, de reconstruction de l'éducation nationale. Moi, je crois encore, parce que j'ai une culture publique, à l'idée d'un ministère de l'Éducation nationale. Mais parfois, je me dis, est-ce qu'on pourra encore garder l'éducation nationale si ceux qui sont au sein de l'éducation nationale ne veulent pas changer? En tout cas, le prochain gouvernement devra s'atteler soit à la reconstruction de l'éducation nationale, soit à la libéralisation du système. Mais parce qu'on ne peut pas continuer à avoir une école publique dans un tel état de défaillance, malgré des enseignantes qui, pour beaucoup, sont très bien, attention. Donc il faut tout reconstruire à partir du CP, et ça fait partie aussi d'une exigence nationale. Comment on fait pour remettre un peuple droit? Quel discours on a? Qu'il ne soit pas un discours culpabilisateur, parce qu'il y a des Français formidables, moi j'en vois partout. Oui, il y en a plein. Il y a plein de gens formidables, mais c'est un pays qui est complètement à l'arrêt, là, qui est en naufrage. Et donc il faut parler aux Français franchement. Mais parce qu'il vit dans une bulle. Est-ce que vous voulez vous en sortir? Oui, c'est ça. Mais parce qu'il vit aussi dans une bulle. C'est aussi à ça que sert l'Europe, à mon avis. Oui. C'est une espèce de bulle dans laquelle on est entretenu dans tout un tas d'illusions. On est assez coupé du monde quand même, puisqu'on ne veut pas le voir tel qu'il est. C'est clair, c'est net, et ça se voit sur les conflits, mais ça se voit surtout, en fait. Et donc, on croit que ça peut tenir, on croit que ça peut durer, on croit qu'on peut continuer à avoir ce système social, on croit qu'on peut continuer à travailler comme on travaille, on croit tout un tas de choses qui, en fait, n'ont plus aucune pertinence, enfin, qui sont totalement obsolètes par rapport à la réalité de l'ensemble du monde avec lequel, que ce soit avec ou sans l'Europe, de toute façon, on est appelé à vivre. Non, mais c'est ça l'enjeu. Et tout l'enjeu, c'est de dire aux Français, on a des qualités collectives formidables. Oui. Il y a beaucoup de Français qui bossent comme des fous, qui travaillent dur et qui gagnent peu. Il y a beaucoup de Français qui se laissent porter aussi. Et il faut, je pense qu'au sommet, il y a un cadre juste, ordonné et juste. L'ordre juste, Ségolène Royal, elle avait raison pour le coup. L'ordre juste. Au niveau intérieur. Et la grande difficulté, c'est que à la fois, il faut qu'on reprenne notre liberté, qu'on reconstruise le pays, il y a tout à faire. Mais c'est assez simple, mais c'est très simple en parole, c'est très difficile en acte, surtout quand le système médiatique, en fait, endort et pire, distrait les gens vers la mauvaise solution. Je ne sais plus dans quelle fable, vous savez, on entraîne... Le flutio, oui, le joueur de flûte de Hamelin. Oui. Voilà, qui entraîne le peuple dans un... dans l'eau, dans le fleuve. Voilà, je sais que je n'ai plus l'image, mais j'ai perdu le fil. Ils sont tous... Ils l'écoutent, ils les charment, et puis à la fin... Voilà. Mais c'était parce qu'il y avait une peste, donc en fait, il avait emmené tous les rats. C'était pas un peuple, c'est une image. Oui, oui. Mais c'était tous les rats qui, en fait, étaient en train d'empoisonner, de contaminer la ville. Il les a conduits au fleuve. Oui, alors c'est le joueur de flûte de Hamelin. Voilà. Bon, alors il faut... Il faut emmener les européistes vers le fleuve. Oui, c'est ça, oui. Non, mais voilà, c'est l'idée, effectivement, de moi, quelque je voudrais, chose si vous voulez, très sincèrement, je suis totalement libre. Moi, vous savez, j'ai tout fait, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a été pénible parce que j'ai quand même essayé de lutter contre le déclin de mon pays. Je pense que, immodestement, les faits nous ont donné raison. Mais qu'on a perdu toutes les batailles, à l'exception de celle de 2005, et ils ont triché, parce qu'on a gagné la bataille de 2005. Je suis totalement libre. J'ai la chance d'avoir quelques personnes qui me soutiennent. Par exemple, ce mois-ci, pour vous dire quand même, je suis invisibilisé dans les médias, mais j'ai eu 29 millions de vues sur Facebook. 29 millions de vues. 13 le mois d'avant. J'ai doublé. Donc, ça veut bien dire quand même qu'il y a des gens qui nous suivent.
Si je suis dans les baromètres, dans les 15 premiers, alors que je ne suis jamais invité à la télé, c'est qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même des gens qui suivent. Mais on a un système politico-médiatique qui essaye de m'invisibiliser complètement, puisqu'ils veulent nous refaire le coup, l'éternel coup Mélenchon, RN, oui. Bloc central. Voilà. Bon. Et là, ils ont rendu inéligible Marine Le Pen pour mettre Bardella, et ils vont nous dire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est du bon sens, ils vont nous dire, mais oui, mais il a 29 ans, il est trop jeune, et puis voilà. Et ils vont nous mettre ils veulent mettre les Français dans un piège à nouveau, d'un choix impossible. Bon, donc tout l'enjeu, moi je suis très libre, la seule chose que je veux tenter, c'est dire aux Français, voilà, je suis là, j'existe, je suis souverainiste, gaulliste, patriote, aidez-moi, libérez-vous, voilà, on va essayer. Quand je dis on va essayer, c'est pas que je m'avoue vaincu du tout, c'est qu'au contraire, je me bats pour offrir ça. Parce que sinon, il n'y aura pas de souverainistes à l'élection présidentielle. Et je le dis à tous les souverainistes qui m'écoutent, qui adorent Philippot, Asselineau, moi, un autre, de gauche, de droite, mais comprenez l'urgence de m'aider. Voilà, aidez-moi. Ça n'enlève rien à l'avenir. C'est comme au rugby, il y a un type à un moment qui a le ballon. Il doit foncer. Mais il faut que vous vous rassembliez. Mais il faut se rassembler. Oui, mais faites des appels. Je lance le rassemblement. Voilà. Je l'appelle. Bon. Il faut que celui qui est le mieux placé pour une élection fonce et que les autres l'aident. Et puis après l'élection, j'en aiderai un autre. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y en a un autre qui se révèle. Mais ce n'est pas ce jeu à somme nulle des souverainistes qui peut nous permettre de gagner. Ouais. Ça, c'est pas possible. 3 partis souverainistes, au moment où la France est menacée de disparition, c'est du suicide. Voilà. Et qu'on ne me dise pas que je n'ai pas montré l'exemple, puisque j'ai retiré ma liste européenne pour leur laisser le choix. Donc, quand j'entends dire que j'ai retiré ma liste. Et pour un parti politique, c'est difficile de ne plus être présent. Parce qu'après, on vous dit, ah bah, vous n'étiez pas présent, pas de temps d'antenne, vous avez abandonné et tout. Mais ça aurait été une folie d'avoir 3 listes européennes. Voilà, l'enjeu est là. Bon, bah écoutez. Il est politique maintenant. Ah ben oui, il est très Union politique. Des souverainistes. Écoutez, j'espère en tout cas que voilà ce qu'on a. Que vos vidéos y contribueront, parce que d'abord ils verront qu'il y a la feuille de papier à cigarette, à mon avis. Oui, je n'ai pas écouté la vidéo de Florian Philippot, mais ça ne doit pas être très différent. Ça va sortir. C'est des nuances. Très vite. Voilà, c'est des nuances. L'objectif est le même. La libération de la France. Et c'était bien de pouvoir parler, effectivement, clarifier pas mal de choses, malgré tout. Parce qu'on vous prête souvent des trop grosses divergences ou des... Dérisoires à côté de l'essentiel. Donc, dérisoires quand on y réfléchit. Ouais. Dérisoires. Bah, par rapport aux enjeux du pays, oui, aux enjeux pour la France. C'est juste, en fait, si je réalise, c'est juste une petite divergence de méthode et de conviction des Français sur le meilleur moyen de se libérer de l'Union européenne. Voilà. Moi, je veux essayer une démarche de sortie collective à quelques pays. Je ne prétends pas qu'elle peut marcher sûre, mais je pense qu'il faut d'abord l'essayer. Vous savez ce qui m'a inspiré, je finis là-dessus, c'est comment le général de Gaulle est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN. Il avait écrit une lettre 1 an avant ou plusieurs temps avant, en proposant une réforme complète. Oui, tout à fait. Et en demandant à ses partenaires de le rejoindre dans cette réforme. Et puis il n'a pas eu d'écho et il a dit après, donc je peux partir puisque vous n'avez pas répondu. Ma démarche, en fait, elle est venue de là. C'est de me dire, si on veut réussir, à la différence que je crois que la dictature naissante de Van der Leyen commence vraiment à être insupportable, pas que pour nous, est un incitateur pour d'autres pays à la rupture. Qui ont conscience que là, c'est leur liberté qui est en jeu. Et ce qui s'est passé avec Orban, avec le Slovaque... Sur les enjeux de société, d'ailleurs, plus que sur les enjeux économiques. Parce que sur les enjeux économiques, ils sont gagnants. Voilà, ils sont très gagnants. Mais sur les enjeux de société. Voilà. Très merci bien. À vous. Bon, merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'être venu. Et puis, chers amis, eh bien, nous aurons peut-être le 3e pan de ce trio. Mais probablement plutôt au tout début de l'année prochaine. Mais déjà là, je pense que à vous deux, vous avez brossé quand même un tableau important, intéressant et effectivement qui marque bien l'urgence. Merci à vous. Merci.